Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. Il s'agit du camarade Emmanuel Ramazani Shadari. C'est officiel. Joseph Kabila ne sera pas candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre en RDC. Emmanuel Ramazani Shadari sera le candidat du Front commun pour le Congo. Au Sénégal, la ville nouvelle de Diamniadio commence à prendre forme. Mais le gigantesque projet urbain suscite aussi des critiques, nous dira Jacques Aristide. Les logements sociaux qu'il inclut ne seront pas... Ici aux États-Unis, nous ferons connaissance avec celle qui pourrait devenir la première femme musulmane assiégée au Congrès américain. Madame, Monsieur, bonsoir. En RDC, le président Kabila ne sera pas candidat à un troisième mandat. Il a choisi Emmanuel Ramazani Shadari, ancien ministre de l'Intérieur. Cette annonce met fin à une longue attente. Joseph Kabila est au pouvoir depuis 17 ans. Il aura fait 2 mandats électoraux et 5 ans en tant que président de transition entre 2001 et 2006. Ce reportage est de l'agence Juka Africa. Emmanuel Ramazani Shadari est le candidat du Front commun pour le Congo FCC, la coalition au pouvoir en RDC à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement et membre du FCC, a fait cette annonce ce mercredi. Il s'agit du camarade Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire permanent du PPRD. Cette annonce met fin aux nombreuses spéculations sur une probable candidature du président Kabila à sa propre succession. À de nombreuses reprises, le chef de l'État congolais avait promis de respecter la Constitution qui limite à 2 les mandats successifs du président de la République. Face aux candidats du camp Kabila, il y aura plusieurs autres candidats issus de l'opposition. Parmi eux, Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président récemment acquitté par la Cour pénale internationale, et Félix Tshisekedi, président du plus grand parti de l'opposition UDPS. Ce dernier a déposé sa candidature hier à la CENI. Je prends l'engagement de me présenter devant nos compatriotes afin que ceux-ci nous jugent projet contre projet, programme contre programme, et qu'ils élisent le meilleur d'entre nous. Les élections sont prévues le 23 décembre prochain, mais l'opposition et la communauté internationale continuent à rejeter l'usage de la machine à voter. Autre demande, une correction du fichier électoral contenant plusieurs électeurs n'ayant pas d'empreinte digitale, une demande que la CENI n'est pas encore prête à accepter. Pour évoquer cette actualité, accueillons sur ce plateau Idriss Fall, rédacteur en chef ici à VOA Afrique. Idriss, bonsoir. Bonsoir John et bonsoir aux auditeurs du Monde aujourd'hui et téléspectateurs. Alors, Ramazani Shadari, ancien ministre de l'Intérieur, secrétaire permanent du PPRD, c'est le candidat que Joseph Kabila a choisi pour le Front commun. Qui est ce monsieur ? Je dirais le candidat choisi par le Front commun pour le Congo, la coalition au pouvoir. C'était le secrétaire exécutif du PPRD, le parti au pouvoir, et en plus secrétaire permanent même, on l'appelle. Et il a été député en 2006. C'est un ancien parmi les anciens, opposant d'abord à l'époque de Mobutu au sein de l'UDPS d'Étienne Tshisekedi. Et qu'après, Kabila le père l'avait nommé vice-gouverneur du Maniema, d'où il vient, c'est une région de l'Est. Et par la suite, il a rejoint le PPRD et a été élu député. C'était lui-même qui était en charge des élections au sein de ce parti jusqu'aux élections de 2006. Et depuis, donc, il est dans le sérail. Alors, quelles sont ses chances face aux autres candidats pour cette présidentielle ? C'est une élection à un seul tour. Il faut le rappeler à tout le monde. Et lui, il est membre du parti au pouvoir, qui est un parti structuré, qui a le plus de représentants dans un pays extrêmement vaste.
qui fait, je ne sais pas combien de fois la taille de la France, a-t-on l'habitude de dire, un pays d'une accessibilité difficile à cause du fleuve Congo. Donc il faut des moyens pour battre une campagne sur l'ensemble du territoire national pour pouvoir joindre les 80 millions de Congolais et faire passer son message. Il faut avoir des moyens. Il faut avoir des hélicoptères, il faut avoir des bateaux. Bon, ce qui peut ne pas être le cas des autres candidats. Alors, est-ce la fin de l'ère Kabila, j'ai envie de demander? L'ère Kabila, en tout cas pour le moment, ce qu'on sait, c'est qu'il n'est pas candidat parce que son dossier n'a pas été validé aujourd'hui. Et je me rappelle, Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement, je lui avais posé la question. Il me dit, mais il peut quand même continuer à jouer un rôle après, quand il n'est plus président, comme étant peut-être, pourquoi pas, le président du fameux Front commun, et il sera sénateur à vie. Et on vient de lui assurer une loi qui lui garantit une sorte d'amnistie. Donc, on suivra cela de très près. Idriss Falf, un connaisseur de la politique africaine et rédacteur en chef à VO Afrique, je vous remercie d'être venu. Merci, Diane. En Côte d'Ivoire, autre actualité, l'ex-première dame de la République, Simone Gbagbo, a été libérée ce mercredi après avoir été amnistiée par le président Alassane Ouattara. Madame Gbagbo a quitté l'école de gendarmerie où elle était détenue depuis 7 ans, vers 12h15, heure locale et temps universel. Elle a regagné sa résidence du quartier Cocody à Abidjan, où l'attendaient des centaines de sympathisants. Notre correspondant, Georges Ibrahim Tunkara, était sur place. Nous sommes ici à la résidence de Simone Gbagbo, ici à la Riviera Golf. C'est la fête ici. Simone a été libérée aux alentours de midi à la mi-journée. Et il y a un déferlement humain ici à l'intérieur de cette résidence. Les militants du Front populaire ivoirien sont sortis en masse depuis ce matin pour réserver un accueil des plus chaleureux à l'ex-première dame ivoirienne. Il y a du monde ici, c'est la fête au Front populaire ivoirien. On salue ici la libération de Simone Gbagbo et tous ici espèrent qu'en octobre prochain, l'ancien président Laurent Gbagbo sera également libéré par la CPI, la Cour pénale internationale. Ambiance de fête donc ici à la résidence de Gbagbo, ici à la Riviera Golf à Abidjan. Il faut dire que le président de la République actuelle, Alassane Ouattara, a fait un grand pas. Et ça nous va droit au cœur. Pour que la paix puisse revenir véritablement en Côte d'Ivoire, c'est naturellement la libération de Gbagbo, son épouse, tous les prisonniers politiques. Mes premières impressions, c'est de rendre gloire à Dieu. Vous savez, le temps, c'est le nom de Dieu. Et quand Dieu décide, personne ne peut s'y opposer. Nous verrons que rendre gloire à Dieu. Quand Dieu il commence, il achève. Et nous savons que le papa même, il va venir bientôt. Simone, Simone, Voilà des chants en Côte d'Ivoire. Pas sûr que ce soit le cas au Zimbabwe où l'opposition a officialisé aujourd'hui sa volonté de contester devant la justice les résultats de l'élection présidentielle du 30 juillet remportée par le président Emmerson Mnangagwa. Dans le même temps, l'un de ses principaux leaders a été arrêté à la frontière zambienne. Les précisions avec Irénée Herman Ombo. Les résultats annoncés par la commission électorale vont être contestés devant la justice, annonce ici Tabani Mpofu, avocat du mouvement pour le changement démocratique MDC. Les résultats ont été annoncés, nous les avons examinés. Et pour mon client, ces résultats représentent totalement le contraire de la volonté du peuple. Maître Mpofu n'a pas précisé quand il déposerait le dossier devant la Cour constitutionnelle. L'opposition a jusqu'à vendredi pour déposer son recours. La Cour aura ensuite 14 jours pour décider de la validité du scrutin. L'avocat du MDC brandit également des documents qui, selon lui, contiennent les preuves de fraude et de tricherie effectuées par le parti au pouvoir, la ZANU-PF, de connivence avec la commission électorale. Ces preuves proviennent de la commission électorale avec des erreurs grossièrement composées qui, de notre point de vue, mathématiquement, ne concordent pas.
Pendant que Maître Mpofu annonçait la stratégie de l'opposition pour contester la victoire du président Emmerson Mnangagwa, l'une de ses figures de proue, Tandei Biti, ancien ministre des Finances du gouvernement d'Union nationale, a été arrêté à la frontière zambienne alors qu'il cherchait à fuir le Zimbabwe. Il serait en quête d'asile politique chez le voisin, a dit son avocat. Les autorités zambiennes n'ont pas encore confirmé son arrestation, mais selon le journal pro-gouvernemental de Chronicle, M. Biti est recherché par la justice pour incitation à la violence. Direction le Sénégal, où le président Macky Sall a inauguré au Palais des Sports Dakar Arena un complexe conçu pour accueillir jusqu'à 15 000 spectateurs et des événements tels que le basket, la boxe, la lutte et le tennis, mais aussi des activités culturelles. Cette arène ultra-moderne est l'une des infrastructures phares de Diamniadio, présentée comme la ville nouvelle du Sénégal. La première phase de ce gigantesque projet urbain doit être complétée en 2024. Le projet, ou plutôt les travaux, ont démarré en 2014. Jacques Aristide est notre envoyé spécial à Dakar. Une ville qui émerge de terre, des immeubles flambant neufs et d'autres toujours en chantier. Bienvenue à Diamniadio, le projet pharaonique du Sénégal, au coût de développement estimé à plus de 2 milliards de dollars. Le Sénégal, pourtant l'un des pays les plus pauvres de la planète. Logements, espaces verts, quartiers administratifs, zones industrielles, universités, centres de recherche et infrastructures sportives. L'objectif est de désengorger Dakar, la capitale qui abrite 3 des 15 millions d'habitants du pays. C'est un projet qui est inscrit dans la dynamique du plan Sénégal émergent pour créer beaucoup plus de richesses et d'emplois dans l'agglomération de Dakar, mais c'est un projet dont les effets vont se diffuser sur l'ensemble du Sénégal. Le déménagement des départements gouvernementaux a déjà démarré. La cité ministérielle a accueilli en juillet dernier son premier locataire, le ministère de l'Agriculture. Avant, nous faisions par exemple 40, 50, voire 1 heure de temps pour aller au bureau, vu les embouteillages au niveau de la route. Aujourd'hui, pour quitter chez moi et venir ici au pôle de Diamniadio, j'ai fait pratiquement 20 minutes. Et là, vraiment, c'est un gain de temps énorme. Et également, ici, au niveau du bureau, nous avons trouvé un lieu, un cadre idéal pour le travail. Non loin de la ville nouvelle, Diamniadio traditionnel. Le village de Denimaligay est dépourvu d'infrastructures de base. Nous, on n'est pas content du plan Sénégal émergent, mais au moins qu'ils nous respectent. Respectez-nous, c'est quoi? C'est communiquer avec nous, c'est de nous informer. Vous venez prendre nos terres comme ça, sans dédommagement aussi, hein, sans dédommagement. En dépit de toutes les critiques, Diamniadio continue de prendre forme. Les 2 autres phases, avec des infrastructures tout aussi ambitieuses, devront être complétées d'ici à l'an 2035. De la nouvelle ville de Diamniadio au Sénégal, Jacques Aristide, VOA Afrique. L'ancienne législatrice démocrate Rachida Tlaib a battu 5 adversaires lors des élections primaires du 7 août pour une place au Congrès du Michigan. Elle devrait devenir la première femme musulmane à siéger au Congrès américain. Khan Farabot s'est rendu à Détroit pour suivre cette journée historique. Dili Diko raconte. Alam Jbara vit à Chicago, dans l'Illinois, à 6 heures de la ville de Détroit, dans le Michigan. Ce qui signifie qu'elle ne peut pas voter lors des primaires de l'État du Michigan. Mais cette élection pour le 13e district est extrêmement importante pour elle. Par conséquent, le jour du vote, elle a conduit 6 heures pour se porter volontaire au QG de Rachida Tlaib. En tant que musulmane américaine et en tant que palestino-américaine, je me reconnais en elle. Bien vrai qu'il s'agisse d'élections législatives dans l'État du Michigan, la candidature de Tlaib a des répercussions à l'échelle nationale, en particulier chez les Américaines musulmanes qui voient la candidate comme une lueur d'espoir. Le simple fait de recevoir des SMS de la part de jeunes filles est émouvant. Je viens d'en recevoir un de New York qui dit « Salut, nous ne nous connaissons pas, mon prénom est Oma et je voudrais juste que tu saches que je te suis d'ici, de New York. » Ça me touche, je me dis « Mon Dieu, c'est fantastique !» À l'annonce des résultats, l'émotion est palpable. Tlaib prend le temps de reconnaître la portée historique de ce moment et de remercier sa mère et sa grand-mère, scotchées à leur télé à 5 h du mat en Cisjordanie.
Son parcours inspire plusieurs Américains musulmans à travers le pays. Ils abordent désormais les élections avec enthousiasme et espoir. Bientôt, il se pourrait qu'il y ait plus de représentants du peuple comme Tlaib. Au Minnesota, Ilhan Omar, une législatrice américaine d'origine somalienne, fait actuellement campagne pour remporter un siège au Congrès. Si elle en sort victorieuse, elle pourrait servir avec Rachida Tlaib au Capitole. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington. Le Monde aujourd'hui en direct de Washington. Voici les titres de cette seconde partie. Une écharpe crochetée des 27 km record Guinness réalisée en Afrique du Sud en hommage au centenaire de l'anniversaire de Nelson Mandela. Dans ce journal, nous vous amènerons en Arizona pour vivre ou revivre une histoire ancienne digne des films hollywoodiens qui allient bien sûr cow-boys, ânes et chevaux. Faire des robots des outils toujours plus intelligents, c'est le défi qu'entend relever une équipe d'ingénieurs américains. Nous vous dirons comment. Tout de suite, des nouvelles tech comme chaque mercredi et c'est avec Arzouma Compaoré. Arzouma, bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à tous les technophiles qui nous rejoignent chaque semaine. Plus que 10 jours avant DEFCON 2018 en Cologne en Allemagne, cette grande conférence internationale des développeurs indépendants aura lieu du 19 au 20 août prochain, tout juste avant Gamescom, le plus grand salon international des jeux vidéo au monde. 5 studios indépendants y représenteront l'Afrique. Maseka Game Studio de la République centrafricaine, Studio Lomé de Madagascar, Morg Media Design, Studio du Niger, Weza Interactive Studio du Kenya et Frontfire Studio d'Algérie. Ces 5 studios seront accompagnés par Paradise Game, une entreprise dédiée au e-sport et qui organise notamment le FEJA, le Festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Abidjan. Alors, comme chaque semaine, Arzouma, vous faites le focus de la semaine. Et cette semaine, on s'intéresse à l'intelligence artificielle. On en entend parler de plus en plus, mais qu'est-ce que c'est en réalité? Eh bien, l'intelligence artificielle ou IA est la science dont le but est de faire exécuter par une machine des tâches que l'homme accomplit en utilisant son intelligence et ses capacités cognitives. Autrefois, les algorithmes informatiques n'étaient que de simples exécutants. Mais aujourd'hui, ils peuvent décider par eux-mêmes des actions à entreprendre pour atteindre leurs objectifs. Smartphone, cyberassistants, véhicules autonomes, l'IA fait désormais partie de notre vie quotidienne. Mais la question qui inquiète les économistes est de savoir comment adapter le monde du travail à cette 4e révolution industrielle. En effet, des millions d'emplois pourraient être perdus à cause des robots qui sont même vus par certains comme une menace pour l'humanité en absence de tout contrôle. Mais bon, jusque-là, tout va bien. Ils ont certes l'intelligence artificielle, mais il leur manque encore cette intelligence sociale et émotionnelle qui leur permettrait de s'adapter aux subtilités du comportement humain. Mais là encore, il faut avouer qu'on n'est plus très loin. Pas très loin, mais des folies, vous en avez. Alors, les prothèses de main ou de pied ressemblent de plus en plus, ressemblent certes aux membres qu'elles remplacent, mais peuvent-elles ressentir ce qu'elles touchent? Luke Osborne, étudiant dans la prestigieuse université Johns Hopkins,
affirme que c'est possible. Il a en effet développé une peau électronique qui peut aider les amputés à ressentir de la pression et même de la douleur. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, cette peau électronique est fabriquée à partir de tissus et de caoutchouc munis de récepteurs conductifs pouvant s'enrouler autour d'une main prothétique. Des impulsions électriques créées par la pression sont ensuite envoyées aux nerfs existants à l'extrémité du membre amputé et transmettent ainsi des informations au cerveau. Le système arrive même à détecter des sensations diverses comme la douleur selon l'objet touché ou porté. Alors, Osborne espère pour le moment que sa peau électronique pourra aider les amputés à restaurer des sensations qu'ils pensaient avoir perdues. Bien qu'il ait commencé avec la douleur, il prévoit utiliser son invention pour redonner aux amputés des sensations de plaisir. Voilà, c'est tout pour Afrotech de cette semaine. Mais n'oubliez pas, pour nous faire part de vos innovations, écrivez-nous à voaafriquetv@gmail.com. Voilà, des folies d'invention. Donc, je voulais dire merci Arzouma Compaoré. On vous retrouve la semaine prochaine. Tout à fait. Aujourd'hui, on reste en technologie. Les robots peuvent être programmés pour accomplir des tâches multiples, du ménage jusqu'à la fabrication de voitures. Mais ils ne sont pas encore en mesure de reconnaître et de corriger leurs erreurs. Un groupe de chercheurs dirigé par l'université Carnegie Mellon en Pennsylvanie essaye de résoudre ce problème. Notre correspondant Georges Rutik a recueilli les détails et le récit est de Lily Erling. Les robots qui soudent des châssis dans cette usine sont bien plus rapides et plus précis que les humains. Et ils n'ont jamais besoin d'une pause. Mais s'ils font une erreur, ils ne peuvent pas revenir en arrière pour la corriger. C'est un problème difficile parce que ça nécessite un niveau d'information contextuelle que nous ne voyons pas généralement dans les systèmes robotisés. Henny Admoni et ses étudiants essayent d'apprendre à ce robot, appelé Baxter, à travailler dans un supermarché, emballant les articles dans un sac. Un mélange de caméras standard et infrarouges aide Baxter à reconnaître ces objets. Pour nous, la partie vraiment intéressante, ce n'est pas nécessairement la capacité de perception du robot, mais comment il intègre l'information dans son système de raisonnement et à quoi ressemble le système. Donc pour l'instant, les chercheurs essayent de comprendre comment le robot retient et interprète l'information, afin de lui permettre de faire le type de raisonnement qu'ils veulent. Ça paraît très abstrait. En tant qu'humain, on le fait très naturellement, mais on doit construire les modèles mathématiques pour que les robots puissent le faire aussi. Ce projet de 4 ans se déroule en collaboration avec les universités du Massachusetts, Brigham Young et Tufts. Mais en ce qui concerne les robots capables de se remettre de leurs faux pas, Admoni conclut que cette technologie ne sera pas prête avant 10 à 15 ans. L'Afrique du Sud détient désormais le record mondial de Guinness pour avoir réalisé la plus longue écharpe crochetée. Des bénévoles d'une organisation locale ont assemblé une écharpe de plus de 27 km en hommage au centenaire de l'anniversaire de Nelson Mandela. Arzouma Compaoré raconte. Dans le cadre des célébrations marquant le 100e anniversaire de la naissance de Nelson Mandela, un groupe s'est lancé dans la fabrication de foulards colorés. Le projet a été lancé par 67 Blankets for Mandela Day, une organisation créée en 2013. Nous nous attaquons à un record du monde Guinness. Mettre en place un foulard mesurant, je croise les doigts, 27 km. Donc 1 km pour chaque année que Madiba a passé derrière les barreaux. Les organisateurs ont demandé aux bénévoles de crocheter des écharpes de 20 par 200 cm à travers une campagne sur Facebook. Les morceaux ont ensuite été réunis pour former le dernier foulard. Des morceaux ont été reçus de pays lointains, notamment de l'Inde, des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Australie. Maintenant que nous avons pris les mesures, il faut que nous les mettions sur notre PC et que nous calculions tout. Et puis, je rédige un rapport pour Guinness World Records indiquant comment nous avons mené l'enquête pour qu'elle soit convaincue que c'est une tentative de bonne foi et qu'elle est valide. Nous avons battu le record du monde. Nous avons battu l'Inde pour le trophée de la laine. Je suis donc terriblement contente. La mesure officielle de l'écharpe était de 29,17 km. Les foulards seront plus tard séparés et distribués aux pauvres à travers l'Afrique du Sud.
Un hommage particulier et en couleur et bien mérité à Nelson Mandela donc. Place maintenant à notre rubrique sport. Yacouba Ouedraogo est en studio. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Nouvelle défaite africaine au mondial féminin des moins de 20 ans, battue 4-1 par la France pour leur entrée dans la compétition. Les Black Princess du Ghana n'ont pas fait mieux à la faveur de leur deuxième sortie. Elles ont été corrigées par les Pays-Bas 4-0. On va tout de suite au temps fort de ce match. Nouen a ouvert le score sur ce corner à la 21e minute d'une tête piquée. 7 minutes plus tard, c'était au tour de Kalma d'enfoncer le clou devant une défense ghanéenne trop passive. Elle reviendra pour son doublé juste 5 minutes après, brisant totalement les espoirs des Black Princess. En fin de match, Pelova sollicite un 1-2 pour le 4-0. Du football toujours, 100 millions d'euros, c'est la clause libératoire fixée par le FC Barcelone pour quiconque voudra désormais recruter Moussa Wagué. Le club catalan a officialisé la signature de l'international sénégalais pour 5 ans. Refroidi par le précédent Neymar, les Blaugrana n'ont pris aucun risque en fixant la clause libératoire du latéral droit à 100 millions d'euros, un montant qui en dit long sur le potentiel que le club catalan décèle donc chez le Lion de la Teranga. A noter que le FC Barcelone a déboursé 5 millions d'euros auprès de Penn pour ce transfert. Athlétisme, une triste nouvelle pour finir. L'athlétisme africain est en deuil. Nicolas Betts est décédé aujourd'hui à l'âge de 28 ans dans un accident de voiture dans l'ouest du Kenya. C'est le premier Kenyan à décrocher le titre mondial du 400 mètres haies lors des championnats du monde d'athlétisme à Pékin en 2015. La semaine dernière, il était à Asaba au Nigeria pour les championnats africains d'athlétisme, d'où il est rentré avec l'équipe kenyane lundi à Nairobi. À Asaba, une douleur l'avait contraint à l'abandon en finale du 400 mètres haies. On dira donc repose en paix, champion, et à vous, on se dit à demain. Merci Yacouba et à demain. De nos jours, l'emblématique Far West américain avec ses chercheurs d'or, ses salons et ses cow-boys semble être de l'histoire ancienne, regardée uniquement dans les films hollywoodiens. Cependant, la ville minière d'Ottman, en Arizona, n'a jamais lâché son vieux Far West. Le transport s'y fait quelquefois à cheval ou à dos d'âne, avec souvent des sons de reconstitution de fusillade. Découverte avec Jenny Adulo de la VOA, le récit est de Gabi Dorsil. Ici, des acteurs simulant la vie dans le Far West américain lors de la ruée vers l'or des années 1800. Pendant cette période, des fusillades ont éclaté dans des villes comme Ottman, où des hors-la-loi ont cambriolé des banques pour voler de l'or. De nos jours, on rencontre quelquefois à Ottman des reconstitutions de scènes pour les touristes, curieux de savoir comment était le Far West quand il était encore violent et spectaculaire. Notre pays est très jeune par rapport aux pays européens ou asiatiques. Les gens sont fascinés par le Far West et ils aiment voir les cow-boys, les mineurs. Il s'agit en fait d'une communauté minière. L'or a été découvert dans cette partie de l'Arizona à la fin des années 1800. Cette découverte a attiré des chercheurs de fortune à Ottman. La population est alors passée à près de 10 000 habitants. Mais après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup ont quitté les mines pour d'autres emplois. Big Mike Fox dit avoir trouvé la liberté quand il a déménagé ici dans les années 1980. Je vis comme bon me semble. Je prends mes propres décisions. Et personne ne me dicte ce que je dois faire. Non, je vis comme je veux. Il peut se permettre de le faire grâce à l'orpaillage. Mais pour l'heure, c'est le tourisme qui nourrit la population d'Ottman. Et bien sûr, les fantômes. Ottman ne serait pas une ville du Far West sans eux. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.